Alors, on parle de l'alimentation, on sait que ça joue un rôle déterminant pour rester en bonne santé. On va se demander si c'est valable aussi pour la santé sexuelle. Alors, traditionnellement, on parle beaucoup des aliments aphrodisiaques. C'est un mythe. Alors, la liste des médicaments, j'allais dire. Le premier lapsus. Vous allez voir le psy, assez rapidement, s'il vous plaît. Des aliments censés être des médicaments, en tout cas des aliments qui sont censés booster notre sexualité. La liste est vraiment très longue. Chaque époque a eu pratiquement ses propres vedettes, aliments vedettes sexuels. Au Moyen-Âge, on incitait les femmes sur les marchés d'acheter des artichauts parce que ça permettrait de garder les fesses au chaud. Ah oui. Ah oui, ça vient loin, là, quand même. Le marketing était déjà présent. Vous cherchez un peu. Louis XV en a mangé des céleris, des tonnes et des tonnes, parce que c'était censé donner de la vigueur. De nos jours, ces légumes-là sont un peu moins sexy, sauf peut-être pour l'artichaut qui représente pour certaines personnes le fait de se déshabiller, feuille après feuille, etc. Pour arriver au cœur. Hein. Voilà. Bien sûr. J'arrange un peu les choses, moi. Pour dénuder le cœur. Voilà. Sauf que de nos jours, on se tourne plus vers des aliments de type le gingembre, les huîtres, le cacao, etc. Alors, le problème qu'on a justement avec tous ces aliments, c'est surtout deux difficultés. La première, c'est qu'on n'a quasiment pas d'études qui permettent de prouver, de confirmer ou d'infirmer le fait qu'il soit suffisamment stimulant. Et même quand un aliment contient du zinc, du magnésium, des vitamines et toutes sortes, il faut encore prouver que ça soit efficace. Et la deuxième difficulté, qui est la plus importante, pas les moindres, c'est qu'une fois qu'on sait que c'est efficace, on ne sait pas comment il faut le prendre et dans quelle quantité il faut le prendre pour que ça le soit. Exemple, on sait que les pastèques peuvent stimuler la libido. C'est prouvé. La pastèque? La pastèque. Sauf qu'il faut en manger 2 à 3 par jour pour que ça donne un effet stimulant. Donc, je vous laisse imaginer. Ta journée aux toilettes. Vous avez passé la nuit debout, mais aux toilettes. Et encore mieux, le jus d'oignon frais, on sait que c'est un objectivement, on voit les résultats, ça stimule de façon très nette. D'ailleurs, ça a une montée de testostérone dans les heures qui suivent. Ouais. Sauf que pour que ça marche, il faut boire 1,5 à 1 litre, 1 heure ou 2 avant le rapport sexuel. Donc, c'est vraiment très peu pratique à Et même si on est stimulé, je suis pas sûr qu'en face, ça va suivre. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, tous ces éléments sont mis dans des compléments condensés pour pouvoir être pris plus facilement. Ouais, donc pas besoin de mettre du gingembre partout, quoi. Donc, on peut, mais c'est pas obligé. Bon. Et sinon, est-ce qu'à l'inverse, il y a des aliments qui, au contraire, sont néfastes pour la sexualité? Alors, l'ail. Il y a pas la sexualité de l'autre. Non, l'ail, c'est comme l'oignon, en fait, c'est un stimulant. Mais non, à proprement parler, il n'y a pas d'aliment qui serait directement néfaste pour la sexualité. En revanche, la qualité globale de notre alimentation peut finir par altérer notre fonctionnement sexuel. Exemple, une alimentation trop riche en sucre, en sel, en matières grasses, en particulier d'origine animale, on sait que ça va finir par abîmer les artères, en particulier les toutes petites artères, qui sont essentielles pour faire fonctionner nos organes génitaux. Et pareil, un tel régime alimentaire, ça favorise la prise de poids, l'accumulation de graisse abdominale va perturber le système hormonal. D'ailleurs, des études européennes estiment qu'un tiers des personnes, hommes ou femmes, souffrant de troubles sexuels de toutes sortes, libido, érection, plaisir, orgasme, peuvent améliorer leurs troubles sexuels, donc un tiers, en améliorant essentiellement leur alimentation. Et alors comment? Quelle alimentation est conseillée dans ce cas-là? Alors, on a testé plein de types de régimes alimentaires, plusieurs alimentations, et ce que je peux vous dire, c'est que dans les études, le régime alimentaire qui revient systématiquement, ou presque, en tête de file comme étant le meilleur régime alimentaire pour notre sexualité, c'est le fameux régime crétois ou méditerranéen. On le retrouve celui-là quand même. Voilà. Et comme par hasard, c'est le régime le plus riche en légumes, légumineuses, fruits secs, en épices, en fruits de mer. Donc tous les produits et aliments qui sont réputés être aphrodisiaques. Et comme par hasard aussi, c'est celui qui a le meilleur effet protecteur sur nos petites artères, donc sur la circulation du sang dans nos organes génitaux. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a, on parle de l'alimentation, mais il y a sûrement des boissons aussi, le thé, le café, enfin tous qui peuvent avoir un rôle sexuel. Excellente remarque. Effectivement, les boissons peuvent avoir un effet. Le thé vert et le café, et le cacao un peu, ont un effet qu'on appelle antioxydant. Antioxydant, ça veut dire que ça lutte contre le vieillissement cellulaire, donc ça lutte aussi contre le vieillissement sexuel au sens global. Et d'ailleurs, pas que le thé et le café, tous les aliments qui sont connus pour être antioxydants peuvent améliorer le fonctionnement sexuel, en particulier ce qu'on appelle le vieillissement sexuel avec l'âge. Par exemple, une étude italienne très amusante a montré que les femmes
qui mangent plus de 2 pommes par semaine, la pomme On étant un la pomme. aliment antioxydant de préférence. Les femmes qui mangent plus de 2 pommes par semaine avaient des meilleurs scores de satisfaction après 50 ans sur le plan sexuel que les femmes qui mangeaient moins de 2 pommes par mois. Et alors, juste avant, Séti disait qu'elle n'aime pas la pomme, mais il faut que vous en mangez tous les matins. voilà, tous les matins. Je n'en tire aucune conclusion. Pour terminer là-dessus, faut savoir aussi que les aliments qu'on appelle antioxydants ont un effet, comme on disait, donc anti-vieillissement, et ça a une importance, et ça a été démontré que ça joue sur le fait d'éviter le fait de perdre du volume et de consistance de nos organes génitaux avec l'âge. Vous savez qu'après la ménopause, on en reparlera ce soir dans l'émission, les organes génitaux peuvent perdre, par exemple, en taille, en volume et en consistance au niveau des lèvres du clitoris. Le fait d'avoir une bonne alimentation, comme on vient de dire, peut limiter cet effet-là et donc peut avoir un impact positif sur le fait de garder des capacités de plaisir sexuel. Chez l'homme, avec l'âge, on sait qu'il y a une petite fibrose et donc le pénis peut perdre un tout petit peu de son élasticité, de ses capacités érectiles et surtout de sa taille qui peut se rétracter un minimum. Et donc, je vous laisse imaginer l'intérêt que peuvent avoir des hommes pour une alimentation. S'il fallait un argument de taille pour que les hommes changent d'alimentation, je pense que celui-là est le meilleur. Un mot encore, juste, on n'a pas parlé de l'alcool et de la sexualité. Alors, l'alcool, d'ailleurs, l'alcool et le cannabis, on peut les mettre dans le même sac parce qu'ils ont... Les mêmes effets non, sur la façon dont ils agissent sur la sexualité. On dit qu'une petite dose peut être positive parce qu'il y a un effet désinhibant et il y a un effet un peu booster. Et des doses importantes ou régulières vont avoir un effet négatif. Sauf que personne n'est capable de dire ce que c'est une petite dose et ce que c'est une dose plus importante. Et en plus, d'une personne à l'autre, ce seuil de petite dose qui passe de positif à néfaste, il peut arriver très très vite et peut changer très vite d'une personne à une autre. Parfois la même personne d'une période de sa vie à une autre. Donc c'est difficile de conseiller parce que justement on ne sait pas dire quelle est la dose à ne pas dépasser. Merci beaucoup.